J'ai pris des coups, j'ai été battue, j'ai été séquestrée. J'ai été avec un pervers narcissique pendant 6 années. Dans un de mes tirages récents, cette notion de pervers narcissique et empathe est ressortie. Ça fait des mois que mes guides me titillent pour que je puisse te faire un podcast concernant le pervers narcissique et l'empathe. Donc ici, c'est avec pas nécessairement beaucoup d'émotions, peut-être que je vais rire, peut-être que je vais pleurer, peut-être que j'en sais rien. J'utilise mon expérience personnelle pour en faire un témoignage, pour que ça puisse aider les personnes qui pensent être avec un pervers narcissique, qui n'en sont pas sûrs, certains ou certaines, que ça puisse t'aider en ce sens, que tu puisses reconnaître un peu aussi leur façon de fonctionner, les étapes, la façon dont ils tissent leur toile d'araignée, la façon dont ils t'isolent, la façon dont ils manipulent leur monde. Voilà. Donc cette vidéo n'a pas vocation comment on dit, de te faire avoir de la pitié pour moi ou de l'empathie ou voilà. C'est quelque chose qui est, je pense, digéré. Il y a encore des blessures fermées. Il y a encore des blessures visibles aussi sur moi, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais j'ai su me construire et me reconstruire. Donc, je voudrais que ça puisse servir, cette vidéo. Voilà. Donc, on est parti. Il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut savoir reconnaître un pervers narcissique. Donc, je vais aborder certaines choses, certains sujets pour que tu puisses déjà reconnaître un pervers narcissique. En deuxième étape, il y a accepter cette constatation que quelque chose ne tourne pas rond, que quelque chose cloche. Et c'est pas évident que de l'accepter, parce qu'au fond de toi, tu le sais, mais tu le nies. Voilà, tu le nies. Il y a une étape qui est hyper difficile, et dans tous les coachings que je peux voir par rapport au pervers narcissique, c'est pas ou peu abordé, alors que pour moi, c'est une étape extrêmement compliquée. C'est le moment où tu pars et tu te retrouves seul. En général, dans cette étape, tu as tout perdu, y compris ta propre identité, parce que tu as vécu dans l'ombre d'une personne pendant autant d'années. Et, et on ne parle pas suffisamment de cette période où finalement tu te retrouves face à toi-même, vide, vidé, et sans plus rien, t'as plus rien. En général, tu as perdu ta famille ou des membres de ta famille, tu as perdu tes amis, voire même tes meilleurs amis, tu as perdu aussi ton boulot, parfois même ta maison parce que tu as dû déménager. Donc tu perds tout, tu perds la seule personne que tu pensais être ta flamme jumelle, ton pilier, une personne qui s'est rendue indispensable à ta vie, et du jour au lendemain, tu n'as plus rien du tout. Et cette période, elle est extrêmement difficile. Ensuite, il y a la phase où tu vas pouvoir te reconstruire, et ensuite la phase où tu brilles, où tu élèves à nouveau ta fréquence vibratoire et tu attires à toi des personnes qui sont sur la même fréquence vibratoire que toi. Alors, comment reconnaître un ou une pervers narcissique? Moi, je vais le mentionner au masculin puisque c'est un masculin. Ça existe aussi pour les féminines, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc si tu as un masculin qui a affaire à une PN ou qui a été avec une PN, tu adaptes. Donc au début, un PN, il va te faire ce qu'on appelle le love bombing. Donc on t'en met plein la vue. Comme dans... Ouais, un peu, enfin voilà, tu peux pas forcément le voir tout de suite parce que c'est une histoire qui commence, et toute histoire qui commence, elle est belle, elle est toute rose, voilà, elle est magnifique, tatati tatata. Cette personne peut te dire qu'elle a senti une connexion, qu'elle a senti quelque chose, qu'elle a senti qu'il allait se passer quelque chose entre vous. Ce qu'elle a surtout senti, c'est que quand elle t'a rencontré, cette personne, tu étais extrêmement solaire. Donc, cette personne étant extrêmement intelligente, elle a probablement fait la déduction que tu avais une certaine connexion
ou un certain intérêt à la spiritualité, ou même si vous avez échangé un tout petit peu au départ, voilà. Donc cette personne va être dans l'analyse extrême sur un court instant, avec juste quelques conversations, quelques discussions. C'est dans sa tête, ça va faire comme un computer, pourquoi je dis computer? Comme un ordinateur, comme un serveur qui analyse des données, et en une fraction de seconde, il va réussir à en ressortir des failles. Donc là, en l'occurrence, moi, ça a été, j'ai senti une connexion, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. Donc, tu te dis, tiens, cette personne est connectée, cette personne est probablement spirituelle, bon, c'est intéressant, voilà, il y a une certaine accroche. Et là, l'accroche, une fois que l'accroche, elle est faite, on va creuser, on va chercher, on va s'intéresser. Après, c'est foutu, après. Voilà. Donc, beaucoup d'analyses de sa part. Alors, pour ma part, ça a pris 3 mois pour qu'il y ait un gros clash, une première grosse engueulade, sous fond d'alcool, et une première claque. Donc, le PN va avoir cette faculté de vite venir s'excuser. Une claque, un bisou, un câlin. Une claque, un bisou, un câlin. Ça, c'est le schéma répétitif. On est sur un cercle vicieux, voire pernicieux, qui s'installe doucement mais sûrement. Je te parlais de tisser une toile d'araignée. Doucement mais sûrement, on est dans l'analyse. Lui, il voit, il sait, on est à cette étape-là. Il n'a pas les étapes dans la tête, mais petit à petit, voilà, je gravite, et je grappille, voilà, et je crée mon truc bien ficelé. Je trouve que ça va au-delà de tout, de tout ce qu'on peut voir à la télé, dans les films. Voilà. C'est hyper vicieux. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le pervers narcissique. Pas narcissique dans le sens où il est comme Narcisse, où il ne fait que s'observer, que s'admirer. Non, il souhaite être mis en avant, justement. Le mot narcissique dans le pervers narcissique, c'est qu'il voudrait être mis en avant, il ne supporte pas que quelqu'un brille plus que lui. Parce qu'il a, soit de par son passé, de par son vécu, peu importe, il n'a absolument aucune confiance en lui. Donc le fait de croiser le chemin de quelqu'un qui brille, qui est bien équilibré, et qui a une certaine stabilité, qui a une certaine lumière, qui vibre quelque chose, qui dégage quelque chose que lui n'a pas, ça le dérange fortement. C'est en ce sens qu'on dit narcissique. Mais en aucun cas, justement, il va se trouver beau. Et c'est pour ça que souvent ce sont des chasseurs aussi, parce qu'ils ont besoin d'accumuler les conquêtes pour se rassurer sur eux-mêmes. Bref, je ne vais pas trop m'étaler ici. Donc, une claque, un bisou, un câlin, des excuses. Donc, comme l'araignée qui tisse sa toile. Alors, chez l'empathe, va commencer à s'installer doucement une perte d'équilibre. Qu'est-ce que j'appelle perte d'équilibre? Ça va être des doutes, des remises en question. Ça va être une perte de stabilité mentale, émotionnelle, peut-être même physique. Et on va se remettre en question jusqu'à se dire, eh ben finalement, c'est peut-être moi le problème. Et c'est à partir de ce moment-là que tout bascule et tout ce système de mensonge versus ton intuition. Il y a un combat permanent entre leur mensonge et ton intuition. Il y a une déperdition énergétique, une fatigue, un épuisement mental, moral, émotionnel qui s'installe par cette remise en question et ces doutes qui deviennent omniprésents en fait. Donc le PN va commencer à manipuler l'entourage proche, voisinage, amis, famille, des deux côtés, sa famille et ta famille, à raconter n'importe quoi. Oh, j'ai la tête qui tourne. À te faire passer pour folle ou fou, parano, à inverser les rôles, à dire que tu lui mets énormément de pression, que c'est plus possible, que c'est plus vivable, etc. Enfin, les rôles sont complètement inversés, c'est-à-dire qu'il devient le Calimero et il devient la victime auprès de tout le monde.
Et toi, voyant dans son jeu, ça te met encore plus mal, j'ai envie de dire. Et là, tu as vraiment les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice qui remontent. Donc le manipulateur devient la victime aux yeux des autres. Sentiment d'abandon, rejet, injustice, c'est ce que je viens de dire. Donc l'empathe va commencer à perdre le moral. Il va commencer à perdre de sa lumière. Il va commencer à perdre de sa lucidité. Il va manquer de repères. Il va perdre sa famille ou des membres de sa famille, des amis, son emploi. Il va se retrouver dans l'isolement. Le manipulateur est pervers dans sa capacité à faire de l'instabilité ta zone de repère et de sécurité. Cette phrase, elle est hyper importante. Attends, excuse-moi, je vais te la répéter. Bois de l'eau dans un truc en cuivre comme ça. C'est bon pour la ionisation des énergies. Petit aparté. Donc je répète cette phrase. Le manipulateur est pervers dans sa capacité à faire de l'instabilité ta zone de repère et ta sécurité. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qu'il met en place petit à petit, et cette insécurité, va devenir ton quotidien, va devenir ta routine, va devenir une habitude. Et toi, tu vas y trouver tu vas normaliser ça, et tu vas y trouver une espèce de stabilité. Et c'est là où c'est hyper dangereux, en fait, c'est que cette personne, elle devient indispensable à ta vie, elle se rend indispensable à ta vie, et elle va faire en sorte que, malgré tout ça, malgré cette instabilité permanente, malgré ce jeu permanent, malgré les claques, les coups, les rabaissements, l'exclusion, l'isolement, enfin bref, malgré tout ça, elle va faire en sorte de devenir, malgré tout, ton pilier de sécurité. C'est-à-dire que dès que tu vas avoir un couac, un problème, n'importe quoi, la première personne à qui tu vas penser, c'est cette personne-là. 12-21 quand je dis ça. On appelle quand même cette personne-là parce que c'est la seule personne qui finalement est restée et est là pour moi. Alors que si tous les autres sont partis, bah, c'est à cause de cette personne-là. Mais à ce moment-là, toi, tu as des étoiles dans les yeux, tu as peut-être de la merde dans les yeux aussi. Hein. L'amour rend aveugle, comme on dit. Tu crois être éperdument amoureux ou amoureuse et tu ne vois pas clair dans ce jeu. D'accord? Donc, à la moindre difficulté, tu l'appelles. Son objectif premier est alors atteint, l'isolement pour toi, et se rendre indispensable. Je vais reboire un petit coup. Ensuite, il est important de noter qu'il y a une douleur énorme qui s'installe chez l'empathe, parce que l'empathe commence à voir clair. Les autres, non. Mais malgré tout ça, il y a cet amour qui est persistant. Cet amour qui est persistant et qui, je dirais, parmi toutes les relations que j'ai eues, je sais que tu verras peut-être cette vidéo, mais j'essaie d'exclure ça, sinon je vais faire attention à ce que je dis, et je veux vraiment parler avec vérité et cœur et authenticité. Oui, donc je disais, parmi toutes les conquêtes que j'ai pu avoir, tous les amoureux que j'ai pu avoir, je suis pas très loin de la vérité en disant j'aurais pu mourir pour cette personne. S'il avait fallu faire un choix, comme dans les films, je prends la balle à ta place. Voilà. C'est le genre d'amour qui est inexplicable et qui est hyper, hyper, hyper puissant. Et c'est pour ça que c'est hyper destructeur, parce que ça fait mal quand tu découvres les vérités. Donc, à ce moment-là, tu ignores encore qu'il a réussi à créer déjà une dépendance affective. Parce que tu es red dingue de cette personne, tu commences à prendre conscience malgré tout que ce n'est pas sain ni serein. Malgré cette constatation que toi tu fais, et celle de ton entourage, enfin l'entourage restant, il en reste quelques-uns, tu vas lui trouver des excuses, tu minimises les faits. Ce n'est pas de sa faute, il a eu une enfance tellement dysfonctionnelle, c'est difficile pour lui, etc. Il essaye, je vois bien, il s'en veut, et il s'excuse, il a des regrets, il m'écrit des mots d'amour,
blablabli, blablabla. Donc, tu acceptes l'inacceptable. J'ai accepté d'être rabaissée. J'ai pas eu le choix que d'être séquestrée. Bon, ça arrivait une fois, mais ça arrivait tout de même, avec la peur au ventre. J'ai accepté les coups, surtout. J'ai envie de dire à tous ceux qui verront cette vidéo, qui sont avec quelqu'un qui leur porte des coups, ne serait-ce qu'une baffe, jamais, au grand jamais, tu n'acceptes une baffe. Aucun désaccord dans un couple, aucune dispute, aucune engueulade, absolument rien ne peut justifier qu'on lève la main sur toi. Rien. Quel que soit le sujet. Même si c'est de la trahison, même si... Peu importe. Quel que soit le sujet, on ne lève pas la main. Voilà. Donc, si tu te prends une claque, sache que tu t'en prendras une deuxième et une troisième, et après, ça sera les coups de poing. Voilà. Écoute bien ce que je te dis. Donc, pars avant qu'il ne soit trop tard. C'est un témoignage aussi. Hein. Donc, tu acceptes l'inacceptable parce que tu penses que ça va changer. Parce qu'il te demande de lui laisser du temps pour s'améliorer, du temps pour évoluer. Il était plus jeune que moi. Du temps pour apprendre. Apprendre quoi, je ne sais pas. Qu'on ne frappe pas sa conjointe. Bref. Beaucoup de paroles, mais comme il te connaît par cœur et qu'il connaît tes failles, il sait exactement les mots qu'il faut employer pour te faire plier, pour te faire revenir, pour pas que tu t'éloignes trop ou trop longtemps. Bon, on passe là-dessus. Quand tu réussis enfin à le bloquer au niveau téléphone, réseau, messages, appels téléphoniques et autres, il va t'écrire des lettres, des mots d'amour, des regrets, des excuses. Enfin bref, voilà. Tu tomberas plus tard sur exactement les mêmes mots à la virgule près, mais qui seront pour une autre personne, qui seront pour les personnes qui ont été là juste au moment de ton départ. Ça, c'est dur à, c'est dur à digérer parce que tu te dis, mais finalement, en fait, cette personne, c'est comme un réalisateur de film, en fait. Il fait défiler un scénario dans sa tête et ce scénario se répète. C'est pas parce que c'était moi, ça fait très très mal hein, quand tu t'aperçois que les mots qu'on t'a dit, en fait, c'est pas parce que c'était moi, c'est parce que c'était lui qui disait ça au même, à d'autres, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Bref. Et puis, il y a les mensonges, la découverte des mensonges. Et là, il y a un combat qui commence, un combat sans relâche entre les mensonges et ton intuition. Alors, à l'époque, je commençais à être intuitive, pas au point où j'en suis aujourd'hui, parce que je suis libérée au niveau... j'ai libéré ma paix intérieure, donc j'arrive à canaliser, à avoir une intuition bien aiguisée. Mais à l'époque, j'avais une intuition déjà existante, mais qui était un peu plus basse. J'avais des fréquences vibratoires beaucoup plus basses. Donc chaque jour, c'était un combat permanent entre ces mensonges et mon intuition. Et après, bien sûr, les preuves que j'ai pu constater en fouillant dans le téléphone. Oh, on est nombreux à faire ça. Mais des fois, c'est utile. Hein. Donc, tout ceci t'épuise, te draine. Ça te fait douter de toi, de tout, en fait. Voilà, tu commences à douter de toi, de tout. Mais tu perds pied, t'es épuisé. T'es épuisé de te battre, de combattre, à essayer d'avoir la vérité, d'avoir en face de toi une personne qui a vraiment un masque, qui porte un masque et qui ne veut pas lâcher ce masque. Bref. Et je tiens à préciser que le doute, quand il est comme ça, omniprésent, qui dure des mois, voire des années, peut rendre vraiment fou ou folle. Vraiment. Cette capacité à jouer avec les situations, avec les mots, avec vraiment tous les éléments qui se trouvent autour de toi, il y a vraiment un moment donné
où tu te dis: «Mais non, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible». Ça te rend dingue, ça te rend dingue. Objectif numéro 2 atteint, la désorientation. Tu es complètement désorienté. Tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, tu sais plus. Et puis surtout, tu vas te dire: «C'est pas possible, il m'aime, je vois bien au travers, ses excuses, il est sincère quand il s'excuse, il est sincère quand il m'écrit des mots d'amour, des mots de regret, des voilà, heu, il est conscient qu'il me fait mal». Dans ta tête, toi, tu te dis: «Il est pas conscient, heu, il est pas conscient de ce qu'il fait». Ça, c'est ce que tu te dis dans ta tête, hein. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il est conscient qu'il me fait mal. Ça ne peut pas être volontaire, au vu de tout ce qu'il fait après avoir dérapé. Alors que la vérité, c'est qu'il sait exactement ce qu'il fait, justement. Et ça, quand tu es, heu, tu es amoureux ou amoureuse, tu ne le vois pas. Donc pour savoir si tu l'aimes ou si tu es sous dépendance affective, ça c'est difficile. La nuance, elle est difficile à capter. Et je pense que dans l'instant T de la relation, tu ne peux pas répondre à cette question parce que tu n'as pas ton discernement, justement. Tu n'es pas objectif ou objective. Mais il y a quand même des choses qui peuvent t'aider. Dans ta tête, tu vas te dire que tu as besoin de lui. J'ai besoin de cette personne. Je ne peux pas partir, j'ai besoin de cette personne. Il est là à chaque fois que j'ai un problème, parce qu'il va aussi jouer le rôle du faux sauveur. Bah, tu vois, hier on s'est engueulé, voilà. On s'est engueulé, je t'ai frappé, mais aujourd'hui, voilà, tu es en panne de voiture. Bon, imaginons, j'en sais rien, je te dis ça comme ça. Bah, tu m'appelles, bah, tu vois, je suis là, je suis venu, c'est moi qui viens, voilà. C'est un exemple tout bête, hein, mais voilà, il y a c'est vraiment cette notion-là, quoi. Une claque, un bisou, et cette notion de toujours passer pour un faux sauveur. Tu peux voir apparaître aussi du chantage affectif. Ce que j'appelle par chantage affectif, alors il y a différentes choses à mettre dedans, mais moi j'ai quand même mentionné qu'il peut te dire des choses du style que personne ne t'aime, que c'est toi le problème, que tu fous la zizanie, tu fous la merde de partout, que tu as des problèmes avec tout le monde, que tu fous la merde partout, que voilà, etc., etc. Sauf que toi, tu vois clair dans le jeu. Donc tu soulèves les problèmes, tu soulèves les mensonges, l'injustice. Ça te crée de l'incompréhension, mais tu essaies de rétablir la vérité. Donc lui, là où il va dire tu fous la merde de partout, c'est tu m'empêches de jouer mon jeu pleinement. C'est-à-dire que il va aller, toi, tu vas essayer de redorer ton blason, si on peut le dire comme ça. Tu vas essayer de sauver ton image en disant, «Mais non, mais il t'a dit ça, mais c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas comme ça», et cetera. Et ils ont un pouvoir de manipulation qui est tellement immense, que toutes les personnes tombent dans le panneau. J'ai perdu des amis, j'ai perdu de la famille parce que les gens l'ont cru. Tu te dis: «Comment c'est possible?» Bref. Même avec des personnes qui me connaissaient quand même, depuis pas mal de temps et qui auraient dû être un peu plus objectifs. Mais je leur en veux pas et je me dis que s'ils sont plus dans ma vie aujourd'hui, c'est que voilà, finalement, c'était pas vraiment des vrais amis. Si tu as des enfants, si tu as des enfants, alors là, ils adorent jouer avec les enfants. Donc même tes enfants ne veulent plus venir, te voir le week-end, même tes enfants te détestent, et cetera. Donc ça, c'est une partie hyper souffrante. Non, c'est parce que si, l'enfant ou les enfants ne veulent pas venir, c'est parce que ça crie à la maison, c'est parce que c'est des engueulades, c'est parce que l'enfant voit des choses qu'elle n'a pas à voir. Voilà, ça c'est encore hyper fragile, hyper douloureux pour moi. Je porte, j'avais dit peut-être que je verserai une larme, peut-être que je rigolerai, mais c'est pas un sujet très drôle, hein. Hem, j'ai encore une, attends, confession intime, je porte encore en moi une lourde, culpabilité, heu, de pas être partie avant, si j'ai de me dire: «Si tu l'as pas fait pour toi, tu aurais dû le faire pour ton enfant».
Ça a été le facteur déclencheur à un moment donné, mais trop tardivement pour moi. Donc ils vont adorer jouer avec cette corde sensible par rapport aux enfants et ils vont même jusqu'à essayer de te faire choisir par moment. C'est ton enfant ou moi, c'est tel ami ou moi, c'est ta sœur ou moi. Te mettre des ultimatums où en fait c'est juste impossible et impensable de choisir en fait. L'amour qu'on porte à un conjoint ou une conjointe et l'amour qu'on porte à un enfant n'est pas le même. Il n'est pas comparable. Il peut être absolument énorme des deux côtés, mais ce n'est pas le même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi cette notion de comparaison et de souhait d'exclusivité. Pardon. Petit rototo de dégagement, de libération. Qu'est-ce que je disais? Il y a ce souhait chez cette personne, chez ce PN, de vouloir l'exclusivité. C'est-à-dire que le temps que tu vas vouloir accorder à ton enfant, ça lui plaît pas du tout. Donc il va tout faire pour t'en éloigner ou te faire choisir ou faire en sorte que tu le priorises, quitte à délaisser ton enfant. C'est important de le mentionner parce que si une personne voit cette vidéo et est confrontée à un ou une PN, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. C'est impossible. Moi, j'ai mis trop de temps à réagir, vraiment. Bref. Donc, le PN s'est rendu indispensable à ta vie. Enfin, c'est ce que tu penses. Donc, on est toujours dans enfin, juste pour terminer ce petit passage de comment reconnaître un PN, tout simplement, il va te rabaisser constamment. Soit dans le couple quand vous êtes qu'à deux, soit auprès des autres, auprès des proches, famille, amis, peu importe, mais il va te rabaisser constamment. Ça peut être verbalement, ça peut être de façon corporelle, par des coups, te faire taire par des coups, quand tu n'es pas d'accord, quand tu t'opposes, quand tu parles de ton intuition, quand tu te dis qu'il y a un truc qui tourne pas rond et qu'il n'a plus d'arguments, il a court d'arguments. Donc on en vient au coup. C'est une bonne façon de faire taire quelqu'un. C'est toujours toi le problème. Il n'y a jamais aucune remise en question de sa part, à part donc le blabla des lettres, des mots, d'excuses, etc., qui sont complètement bidons, d'accord? Il n'y a aucune profonde remise en question de sa part. Dis-toi bien qu'un pervers narcissique ne pense pas de la même façon que toi. C'est comme s'il y avait un vide intersidéral à l'intérieur de lui. Il ne pense pas du tout de la même façon que toi. Tu peux le reconnaître aussi à sa façon de t'exclure. Moi, je vivais beaucoup d'exclusion, à me dire que je ne peux pas aller avec lui chez tel et tel ami parce que cet ami ne m'apprécie pas, ne m'aime pas, etc., etc. Alors que tu apprends des mois plus tard que c'est absolument faux. C'est juste qu'il voulait avoir une liberté, très grande liberté, sur la potentialité de se taper d'autres nanas lors de réunions avec d'autres amis. Donc tu as un sentiment d'exclusion, tu as ce sentiment d'isolement aussi. Un très très bon repère, alors ça c'est pas que pour les PN, hein, ça peut être aussi de façon plus générale, ne pas avoir accès au téléphone. Ne pas avoir accès au téléphone, ça peut te donner aussi, ça peut te mettre la puce à l'oreille. Donc isolement, exclusion, et cette notion de créer un espèce de repère dans l'instabilité. Si tu tombes là-dedans et que tu fais de cette instabilité une normalité, ton repère, ton pilier, ça va être difficile. C'est déjà trop tard. Donc ici, qu'est-ce que ça soulève au niveau des blessures d'âme? Eh ben, les blessures d'âme de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, que je vais éviter de parler de ça ici par rapport à mon expérience personnelle, mais voilà, ça existe et en général, ces quatre-là, elles vont ensemble. Voilà, et l'exclusivité, j'en ai parlé. Étape 2 pour l'empathe.
Il ne faut pas oublier aussi là-dedans que l'empathe reste parce que l'empathe euh, a cette volonté de vouloir aider l'autre. Voilà, je veux t'aider. Malgré tout, je sais que c'est difficile, etc., mais on va y arriver. Il y a beaucoup d'amour entre nous, unilatéral, mais tu le sais pas, hein, à l'instant T. Donc, je veux t'aider, je veux... Voilà, il y a cette notion vraiment de sauveur, de la part de l'empathe, qui fait aussi que il est pris au piège, quoi. Donc l'étape 2, ça va être d'accepter un état de fait. Ça va être de faire un bilan et ça va être d'accepter cette constatation que bah, non, ça va pas, ça tourne pas rond, c'est pas fluide, c'est pas normal d'être abaissé tout le temps, c'est pas normal d'avoir des coups, c'est pas normal euh, d'être exclu, c'est voilà, enfin, tout ce que j'ai cité auparavant, d'accepter que c'est pas normal et de sortir de ça. Et ça, c'est difficile parce que comme ça a été ton repère, cette instabilité, cette anormalité qui est devenue une normalité, qui est devenue un repère, il faut mettre le doigt dessus en fait. Et c'est quand tu t'aperçois de ça que les choses commencent à changer. Donc, ne plus nier que quelque chose ne tourne pas rond, voir la vérité et la réalité en face, ne plus nier parce qu'on se ment à nous-mêmes, l'empathe se ment à lui-même. Accepter et reconnaître son vrai visage et son jeu de perversion et sa manipulation envers tout le monde. Une chose importante aussi, se remémorer qu'avant cette personne, avant que je ne rencontre cette personne, je n'étais pas comme ça. J'étais bien, j'avais des amis, j'avais ma famille, j'étais équilibrée, j'avais un boulot, j'étais bien, j'étais zen. Ma vie n'était pas comme ça. J'avais pas du stress, j'étais pas tendue, j'étais pas toujours énervée, j'étais pas toujours angoissée, j'étais pas toujours dans le doute, je perdais pas la tête. Voilà. Ma vie et moi, on n'était pas comme ça. C'est important de se remémorer ça parce que ça va t'aider à te dire que bah, finalement, ce que tu te disais ou c'est peut-être moi le problème, bah non, tu vas prendre conscience que c'est pas toi le problème, c'est l'autre. Prendre conscience aussi qu'aucun changement n'est possible et que même la perversion peut s'empirer dans le temps. Prendre conscience qu'aucun changement n'est possible et que même la perversion peut s'empirer dans le temps. Quand tu arrives déjà à te dire ça, à l'intégrer, à l'accepter, ton changement à toi, il a déjà commencé. Donc, tu t'aperçois alors que tu n'as plus qu'une seule issue, c'est de partir. Alors, c'est pas si simple. Parce que c'est la première étape qui te déchire le cœur, puisque c'est l'amour de ta vie, c'est ton pilier, c'est ta vie. Même si tu arrives à prendre conscience de tout ce qu'on a dit précédemment, le fait de partir, bah, ça te transperce le cœur, quoi. C'est comme j'ai la carte du 3 d'épée. J'ai le 3 d'épée. T'as le cœur qui est brisé en 1000 morceaux. Tu te dis, mais pourquoi? Tu pestes auprès de l'univers, tu dis, mais pourquoi vous m'envoyez ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, je sais que ça va s'arranger, etc. Et là, c'est une histoire qui n'est pas possible. Alors que j'ai jamais ressenti un amour pareil. Tu vois, il y a de ça. Donc, tu as le cœur déchiré, mais tu n'as pas d'autre choix que de partir. Tu as le cœur déchiré aussi parce que cette personne s'est rendue indispensable. Cette personne a fait en sorte qu'elle était le seul pilier de ta vie. Tu n'as plus rien d'autre autour. Tu n'as plus personne qui gravite, tu n'as plus rien autour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais boire un petit coup. Et bien, il se passe que tu as la nuit noire de l'âme qui se pointe. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est en général se retrouver nu. Donc, aussi bien matériellement, émotionnellement, physiquement, enfin pas physiquement, tu as tes habits. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que en général, tu as perdu de la famille, tu as perdu des amis, tu as perdu ton job. Parfois, tu es obligé de déménager, partir loin, donc tu as perdu ton logement. Donc, tu n'as vraiment plus rien. Et tu as comme une crise identitaire parce que tu n'as plus ton double, celui que tu crois comme ton pilier. Tu te retrouves face à toi-même vide, sans savoir qui tu es en fait. Pendant plusieurs jours, donc pour la nuit noire de l'âme,
tu vas hurler de douleur. Moi, vraiment, au sens propre, je suis partie à 800 km. Au sens propre du terme, j'ai hurlé ma douleur. Ça ne m'était jamais arrivé de toute ma vie. Tu verses vraiment des larmes de sang. C'est une douleur qui transperce. Aucun mot ni personne ne peut apaiser cette douleur. C'est un moment hyper, hyper, hyper difficile que tu dois affronter seul. Personne, on va essayer de venir te réconforter. Rien ne peut te réconforter. Tu brûles tu brûles de l'intérieur. Voilà. La nuit noire de l'âme, c'est... Voilà. C'est même pas, je peux même pas apparenter ça à de la dépression, parce que la dépression, elle s'installe, elle va durer plusieurs mois. Donc, il y a des personnes ici qui discutent le temps de la nuit noire de l'âme. Je suis pas en train de dire qu'elle dure autant de temps et que c'est figé et que c'est comme ça et c'est pas autrement. Pour moi, ceux qui disent la nuit noire de l'âme, elle dure plusieurs mois, non, on est sur de la dépression. Une nuit noire de l'âme, c'est... Alors, moi, ça a duré 5 à 7 jours, je sais plus, on va l'estimer à une semaine, je sais plus exactement. Mais c'est sur une période donc assez courte, mais d'une intensité jamais vécue auparavant. Voilà. Je peux même pas te dire que quand tu es en dépression, tu as envie de rien, etc. Là, tu te poses même pas la question de savoir si tu as envie de quelque chose ou pas. Tu brûles de douleur, voilà. Tu as mal. Tu es en souffrance. Ton cœur est en souffrance, ta tête est en souffrance. C'est indescriptible. Bref. Voilà. Oui, et si en plus... si en plus t'aimes bien jouer à Inspecteur Gadget, moi j'aimais bien quand même essayer de me tenir informée. Encore, il y avait encore cette attache que j'arrivais pas à couper. Donc j'ai joué à l'espionnage. Et là, tu t'aperçois que cette personne, elle est en train de vivre sa meilleure vie, et tu apprends donc quelques mois plus tard qu'il y avait déjà plusieurs remplaçantes quand tu es parti. Voilà. Donc pas de regret, mais c'est comme si c'était volontaire et que dans ces cas-là, évite d'aller chercher l'info, parce que c'est comme si toi-même tu te plantais un 4e couteau dans le cœur, en fait, tu vois. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle solution on a quand on traverse la nuit noire de l'âme? Tous ceux qui l'ont traversée, normalement, devraient confirmer ce que je dis. Qu'est-ce qui nous reste? On n'a plus rien. Plus rien de matériel, plus rien de... Plus d'amis, plus personne. Il n'y a plus rien ne compte. On est seul face à nous-mêmes. C'est le vide, le néant. On est vraiment dans un néant. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Allô, Papa Dieu? Au secours? Est-ce que je peux revenir jouer dans ta cour, s'il te plaît? Voilà, c'est exactement comme ça que mon cheminement spirituel a commencé et comment ça s'est passé. J'ai été baptisée, communiée, etc. J'ai fait du catéchisme jusqu'à mes dizaines d'années, je ne sais plus. Et après, Papa Dieu, je l'ai un peu écarté de ma vie. Voilà. Et là, j'ai pas eu d'autre choix que de le réintégrer. Enfin, c'est pas... Non, je ne l'ai pas réintégré, je suis retournée à lui. On va dire les choses dans le bon sens. Donc, c'est souvent à ce moment précis que tu t'éveilles à la spiritualité et que ta foi s'éveille. En tous les cas, je ne suis pas en train de dire ici que c'est comme ça que ça se passe, ça s'est passé comme ça pour moi. Et selon moi, ce que je te raconte ici, c'est le vrai parcours flamme jumelle, dans le sens où tu passes par une étape, alors je ne dis pas que tu vas forcément passer par mon étape, mais beaucoup trop de personnes pensent être avec leur flamme jumelle, alors que ce sont des fausses flammes jumelles. Une vraie flamme jumelle, un lien flamme jumelle, c'est un lien qui vient de la source. C'est un lien qui est beau, qui est authentique, qui est loyal. Tu vois? Donc ça ne peut être que dans l'amour inconditionnel, que dans la fluidité. Et au début où je parlais des flammes jumelles, j'avais pas du tout ce discours-là parce que j'étais persuadée que c'était ma flamme jumelle. Alors qu'en fait, non. Ces personnes-là, ce sont des liens karmiques qui viennent t'éveiller à ta spiritualité, à ta foi, pour ensuite donc passer par d'autres étapes et potentiellement rencontrer ta véritable flamme jumelle ou pas. Tout le monde ne rencontre pas forcément une flamme jumelle ou une âme sœur. Appelle-la comme tu veux.
Donc, tout ce que je viens d'évoquer est souvent relaté dans les coachings concernant les PN, mais l'étape suivante n'est jamais abordée, ou en tout cas rarement, je l'ai jamais trop entendue, je l'ai jamais entendue tout court d'ailleurs, alors qu'elle est extrêmement difficile et perturbante. C'est l'étape dont je te parlais au début, où le fait de partir et se retrouver seul, avec ou sans enfant, mais se retrouver seul sans la personne qu'on pensait être notre pilier, la seule personne capable voilà, je ne voyais à travers cette personne, personne d'autre ne pouvait partager ma vie à ce moment-là, c'était impensable. Et je sais que ça peut paraître bizarre, peut-être que certaines personnes là vont dire ben oui, mais Didier, on te connaît un petit peu, comment t'as fait pour rester, comment t'as fait pour accepter, etc., etc. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas peut-être autant confiance en moi, j'avais peut-être pas cette estime de moi, je ne savais pas m'imposer, j'étais absolument pas la même personne. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas exister, tu vois. Aujourd'hui, ça ne peut plus exister. Mais à l'époque, j'étais pas comme ça. Donc malheureusement, coup de faiblesse et ça a pu s'infiltrer dans ma vie. Donc, c'est bien gentil de partir. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant cette étape? Dans cette étape, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est chercher à apaiser son cœur, chercher à apaiser sa douleur. Mais comment? On n'a plus rien, on n'est plus personne, on ne sait plus qui on est, on ne sait pas où on va, on n'a pas d'objectif, on est perdu, on n'a plus de repères, on est perdu. Et en plus, toi, tu vas te dire, l'univers m'enlève la personne que je voyais comme indispensable dans ma vie. Or, qui mieux que le divin sait ce qui est bon pour toi ou pas? Je pense qu'à cette étape, alors si tu l'as déjà vécu, tu pourras me confirmer ou pas, à cette étape de ta vie, tu as des aides extérieures, soit des personnes qui interviennent justement pour ton mieux-être, soit tu tombes sur des guides, enfin des coachings, etc., des vidéos motivationnelles et autres. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Comme tu appelles à l'aide le divin, en général, tu as quand même un retour, une réponse. Surtout que cette histoire, elle est écrite. Elle a été écrite depuis le départ. Mon âme savait que j'en passerais par là et je vivrais cette expérience-là. Donc voilà. Donc c'était prévu que le divin intervienne au moment où il doit intervenir. Donc cette phase, elle peut durer très longtemps ou te sembler interminable en fait. Car en général, donc, tu as tout perdu, famille, amis, boulot, logement, parfois. Tu n'as plus rien et tu n'es plus rien. C'est surtout ça aussi. Tu n'es plus rien. T'es perdu, tu sais plus. Tu as vécu pendant des années dans l'ombre d'une personne, tu n'as plus d'identité, tu ne sais même plus qui tu es. Alors, c'est une phase où tu peux faire aussi un petit peu tout et n'importe quoi. Moi, c'est une phase où je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Alors, pas tout de suite, hein, au bout de quelques semaines ou quelques mois, à la recherche d'une relation pansement conscientisée ou non. J'avais besoin d'une épaule, j'avais besoin de rencontrer du monde, j'avais besoin de parler, etc. J'avais plus personne. Et je me suis vite aperçue que c'était une voie sans issue. Car sur les sites de rencontres, c'est pas tellement une épaule qu'on te propose. Voilà, bon, bref. Donc voilà, tu cherches, tu vas essayer de te recentrer sur toi en passant par différentes étapes, mais après le temps fait son œuvre. Donc tu vas laisser tout ce qui est extérieur, recherche extérieure, etc. Tu avais besoin d'une oreille, d'une épaule, et finalement on t'envoie une photo de... Non, je plaisante, mais je sais que à l'époque, voilà, bref. Faut pas se disperser. Non, mais quand je pense à ça, c'est quand même... et puis des choses qu'on me raconte aussi. Enfin, maintenant, les réseaux, c'est ça, quoi. Je comprends pas. Bref. Donc tout ce qui est extérieur, en fait, tu vas laisser de côté. Parce que tu as un moment où tu sais plus trop, tu es un peu perdu. Donc voilà, tu essaies de te raccrocher un peu à ce qui se présente. Tiens bon la barre et... Bon, bref, revenons à nos moutons. Tu vas revenir à toi. Doucement mais sûrement, le temps fait bien son œuvre. Tu vas te questionner sur tes objectifs de vie, reprendre peut-être des projets là où tu les avais laissés ou des idées,
Tu vas retrouver du sens, tu vas retrouver goût à la vie, tu vas apprendre ou réapprendre à prioriser ce qui est essentiel, à te redécouvrir et pas à pas à te tourner surtout vers tout ce qui est profitable et bénéfique pour toi. Ton seul objectif devient alors ta paix intérieure et évidemment extérieure. Mais pour que tu puisses atteindre ta paix intérieure, tu vas faire en sorte d'avoir la paix au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire environnemental. Tous ceux qui viennent me polluer et me perturber, hop, ça dégage. Voilà. Tu entres dans ma vie en tant qu'ami ou en tant que petit ami si tu apportes de la valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment un truc, je pense que c'est tous ceux qui ont été confrontés à un ou une PN, je pense qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Le seul objectif, quel que soit le prix que ça coûte, c'est la paix intérieure. La paix intérieure n'a pas de prix. Et là, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir petit à petit commencer à envisager la reconstruction. Qui suis-je? Dans quelle étagère? Qui suis-je vraiment? Comment je vis avec ça? Est-ce que je l'oublie? Pas la personne, mais ce que j'ai vécu. Parce que il y a des choses, on est sur du drama, il y a des choses qui sont très lourdes. Comment j'avance avec ça? Est-ce que je l'exclus? Est-ce que je laisse faire le temps? Est-ce que ça s'efface doucement? Est-ce que j'en fais une force? Et comment j'en fais une force? Comment j'avance? Comment je reprends confiance en moi? Comment je reprends l'estime de moi? Parce que ça, c'est pareil, toutes les personnes qui sont avec un ou une PN sortent de là complètement brisées. La confiance et l'estime, c'est le néant, il n'y a plus rien. On soit bien d'accord. Ça, c'est pas discutable. Donc, à ce moment-là, comme tu es en train de remonter quand même au niveau moral, etc., tu devrais tomber sur quelques guides ou coachs, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour t'aider. Ça, c'est pour moi un passage obligatoire. Moi, il y a une personne que j'aimerais saluer, je ne pense pas qu'il verra cette vidéo, surtout pas au bout d'autant de temps, c'est Lemuel Adonis, qui parle beaucoup dans ses coachings et dans ses vidéos de la femme 5 étoiles. Et je suis tombée par hasard, mais le hasard n'existe pas, sur ces vidéos, et je les ai suivies quelques semaines, voire quelques mois, et il parlait de la femme 5 étoiles, pour reprendre sa valeur, pour reprendre son pouvoir, pour savoir écouter ses besoins, se prioriser, pour savoir dégager tout ce qui était justement toxique, pour ne pas avoir que des miettes, pour se réveiller en fait, pour se réveiller tout simplement et se dire oh, il y a quelqu'un là-haut, enfin, tu vois, pour prendre conscience. Et vraiment avec son histoire de femme 5 étoiles, pour dire bah, t'es une femme 5 étoiles, t'es au top, voilà, pour rebooster la confiance et l'estime de soi, il m'a été d'une grande aide. Donc merci pour ce qu'il fait. Donc si jamais tu es dans ce cas-là, tu peux aller voir ces vidéos, ça aide beaucoup à prendre action aussi. Pardon. Le temps fait son travail, non pas pour oublier, mais pour réapprendre à vivre et à être tout simplement. Réapprendre à vivre et à être tout simplement. Je dis tout simplement, mais quand tu sors d'une relation comme ça et que tu n'es plus rien, il est difficile d'apprendre ou de réapprendre à vivre et à être et à accepter finalement, à découvrir, à redécouvrir qui tu es et à l'accepter et à t'imposer et à reprendre ta couronne, ta souveraineté. Donc je dis tout simplement, mais ces vampires énergétiques t'écartent de ton essence divine. Et ce sont des liens karmiques, je pense, j'en suis convaincue, qui sont là pour te ralentir sur un chemin d'éveil spirituel. Et moi notamment sur ma mission de vie. Ça a été aussi pour m'écarter de ma mission de vie. J'ai fait complètement fausse route en pensant que voilà, que c'était ma flamme jumelle. Je lui avais même envoyé des trucs, renseigne-toi, regarde, nanana. Voilà. Bref, je te passe les détails. Donc t'écartes de ton essence divine, te font perdre pied sur toi-même, et même je l'écris M'_AIME. Tu perds pied sur toi-même, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu n'as plus d'identité, tu ne sais plus qui tu es, et ouais, je crois qu'à un moment donné, je suis pas sûre que je m'aimais vraiment, quoi. Je me posais pas la question, mais
tu réapprends à t'aimer et à t'accepter en tant qu'être originel, authentique et original. Ouais, c'est pareil, tout mon enfant intérieur, toutes les conneries que j'ai pu faire quand je mets ma perruque, quand je me déguise, quand je fais n'importe quoi. Ça fait un moment que je l'ai pas fait parce que je suis fatiguée, mais t'inquiète, ça va revenir. Heu, Tout ça, jamais j'aurais pu le faire à l'époque. Parce qu'il faut être bien, il faut être aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie, je suis heureuse, heureuse. Je suis seule avec ma fille, mais je suis heureuse. Parce que je suis détendue, parce que je suis zen, parce que ma seule priorité, c'est ma paix intérieure. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Ouais, je sais plus. Et donc, avec le temps, eh ben, tu revis, tu apprends, tu réapprends, quoi. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, il faut réapprendre. Donc, et tu vis pour toi, grâce à toi, et tu prends conscience du fameux adage vaut mieux être seul que mal accompagné. Pourtant, ça, tu l'as en 50-50 quand je te dis ça. Tu l'as probablement entendu de certains proches qui sont restés, même s'ils se sont éloignés, certains sont plus ou moins restés. Ou ta famille, et tu avais beau entendre ça, tu te disais: «Mais non, mais vous n'êtes pas dans la relation, vous voyez pas ce qui se passe quand la porte est fermée» et cetera. Bah, heureusement, j'ai envie de te dire parce que bref, hem et on avait beau te dire ça, toi tu te disais: «Mais ouais, mais non, vous dites ça, mais vous pouvez pas comprendre». Bah non, personne ne peut comprendre et personne ne peut accepter. Il faut aussi savoir que tes proches ont peur pour toi. Ils ont peur pour toi, pour ta sécurité, pour ta vie. Et je pense qu'ils ont peur parce que à aucun moment tu prends vraiment conscience du danger dans lequel tu es. Aussi bien pour ta santé mentale, que peut-être physique, mais même si, admettons, il n'y a pas de coup dans ta situation, que c'est juste moral et mental, heu, le tu peux être en danger aussi. Quand je t'ai dit tout à l'heure: «Le doute rend fou», la santé mentale peut être touchée, juste par des situations ou des mots. Il n'y a pas besoin forcément de coups, il y a des mots, qui se valent pour, des coups. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc tu te priorises, tu reprends ta souveraineté, tu apprends à poser des limites claires et efficaces. Tu deviens un radar à la toxicité aussi. Tu t'autorises à vivre, à être pleinement avec en souligné, entouré, surligné en rouge: «Ma paix avant tout». Des mois, voire des années peuvent s'écouler jusqu'à atteindre un niveau de bien-être intense, une harmonie, une béatitude que tu ne dois qu'à toi-même, grâce à toi, créé par toi, émanant de toi, et pour toi et tes enfants s'il y a des enfants. Ta fréquence vibratoire sera alors beaucoup plus élevée, elle sera à sa fréquence la plus haute, ce qui te permettra d'attirer et d'inviter dans tes énergies les personnes qui sont sur cette même fréquence. Je parle aussi bien en tant qu'amitié que amour. Et ça, ce n'est pas forcément volontaire. C'est qu'après, tu atteins un certain niveau qui fait que tu n'attireras plus la toxicité, tu attireras les personnes qui sont sur cette même fréquence, sur cette même énergie, sur les mêmes valeurs que ce que tu dégages, que ce que tu as intégré, appris, réappris. Et les choses se font naturellement. Ici, pour ceux qui titilleraient à dire: «Je me suis reconnu dans tout le parcours que tu décris, mais je ne veux pas», c'est ton droit de ne pas vouloir. Voilà, les choses se font, elles ne se font pas. Ici, je dis pas que, heu alors probablement, il y a quand même une âme sœur ou une vraie flamme jumelle qui peut arriver ensuite. Ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Mais juste pour dire que tu attireras à toi des personnes qui sont, comme tu sais mettre tes limites, tu ne vas plus attirer la toxicité. Ou des personnes qui vibrent bas, en fait. Des personnes qui sont, souvent, pas bien, dans la dépression, qui voient toujours le négatif. C'est souvent ça aussi, même si on ne parle pas de PN, l'empathe, il a quand il n'a pas repris sa valeur et quand il n'a pas mis ses limites, il est souvent happé par des personnes, «Oui, mais ça va pas, oui, machin» et toi, tu vas perdre ton énergie
à toujours vouloir rebooster cette personne, rebooster, mais non, ça va aller, la vie elle est belle, nanana, mais jusqu'à ton propre épuisement en fait. Et je suis persuadée que c'est des relations karmiques envoyées volontairement pour éteindre et pour faire baisser le niveau de fréquence vibratoire. Voilà, dis-moi ce que tu as pensé de ce podcast, de cette petite vidéo. J'ai fait ça très rapidement, j'ai été appelée à le faire. Ça permet en plusieurs étapes un peu de voir comment, de façon assez succincte, hein, on pourrait développer beaucoup plus, mais ça permet de voir comment un PN arrive à tisser sa toile, comment il arrive à t'isoler, comment il arrive à te faire perdre la tête, à te faire douter et à te faire croire limite des choses qui sont fausses, à inverser les rôles, etc. etc. Et pour l'avoir vécu, c'est tellement difficile, douloureux, perturbant, enfin voilà, je ne souhaite ça à personne et je fais ce partage et ce témoignage pour les personnes avec qui ça résonne, pour qui ça résonne. Et si tu es dans ces énergies-là, n'attends pas, n'espère pas que ça s'arrange. Ça ne s'arrange jamais et au contraire, ça s'empire. 55-55 quand je te dis ça. Donc voilà. Donc oui, c'est une petite part de ma vie privée aussi que je te livre. J'avais dit que je le ferais quand j'aurai 100 000 abonnés sur TikTok, mais comme de toute façon mes comptes ils décollent pas. Voilà, j'ai vu des personnes en 5 ans, enfin bref, ils ont pris énormément d'abonnés et moi en 5 ans, mes comptes sont, voilà, les vues sont bloquées, les comptes sont bloqués. Donc à un moment donné, je n'attends plus, je dis ma vérité, voilà. Donc oui, j'ai vécu l'enfer. Si la personne concernée me regarde, c'est pas quelque chose à minimiser. J'enlèverai pas cette vidéo, tu n'es pas cité ni mentionné. Sache que ouais, j'ai vécu l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Et ça, c'est pas à minimiser. Séquestrer une personne, frapper une personne pour la faire taire ou pour voilà, juste comme ça, quoi. Ou même pour des faux sujets. Pour des faux sujets. Des faux sujets. Parce que parfois, avec les substances que tu prends, ta réalité est erronée. Donc tu crois voir des messages qui n'existent pas. Je me suis pris des coups de poing gratuitement pour rien. Donc est-ce que je t'en veux encore? Probablement que oui. Probablement. Voilà. J'avais besoin de faire cette vidéo. C'est pas je sais pas, pour de la pitié, c'est pas, voilà, c'est l'émotion qui remonte, mais ça va très bien aujourd'hui. Mais je veux juste te dire que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, c'est même pas que j'en ai fait une force. J'ai pas eu d'autre choix que d'avancer. Mais je veux juste te dire qu'on peut s'en sortir, qu'on peut partir et on peut trouver la paix. Et que il n'y a aucune obligation d'être en couple dans la vie. Il y a des personnes qui sont faites pour rester seules, qui sont très bien comme ça. Voilà. C'est pas une obligation. Ça peut arriver plus tard. Si tu as besoin d'être seule et de rester seule, ben voilà, c'est ok. Bon. J'ai l'impression que on est dans une société de surconsommation charnelle au niveau du relationnel, des réseaux, enfin des réseaux, etc. Soit ça, ou soit on est tellement... oui, enfin bref, surconsommation charnelle ou pas, mais je vois passer parfois certaines vidéos et on dit oui, et moi, l'amour m'a oublié, et moi, c'est quand qu'il arrive. Et je comprends pas, aujourd'hui, je comprends pas. J'ai peut-être été dans ces énergies-là ou dans cette attente-là à un moment donné de ma vie, mais aujourd'hui, vivant tellement bien le fait d'être libre, de faire ce que je veux quand je veux, de ne pas avoir de compte à rendre, de mettre le parfum que je veux, de m'habiller comme je veux, de me coiffer comme je veux, peu importe, je suis libre. Et je ne comprends pas ces gens qui sont dans une attente. Et c'est pour ça, en fait, hein, aussi que vous n'avez personne qui entre dans vos énergies, dans votre vie, parce que vous êtes dans une attente.
de vouloir absolument quelqu'un. Mais profitez. Ma sœur, si tu regardes cette vidéo, c'est pareil. Ce passage, il est pour toi. Pourquoi vouloir absolument être avec quelqu'un? Ça fait quelques mois que tu es seule. Mais profites-en, fais des choses pour toi. Recentre-toi sur toi. Pars à la découverte de toi. Il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de choses à sortir de nous-mêmes dont on n'est même pas conscient. Et ça, tu ne peux le voir, le percevoir, que quand tu te retrouves seul, justement. Et après, bah voilà, une fois que tu seras bien, que tu es épanoui avec toi, tu n'as plus besoin d'avoir quelqu'un, tu as potentiellement envie d'être avec quelqu'un. Et c'est là que énergétiquement, les choses matchent et les choses fonctionnent. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. 1 minute 22 secondes. Bonne fin de journée. Je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui parce que ça m'a quand même un peu remué. J'espère que ça peut servir et que ça pourra servir, que ce témoignage pourra servir. N'accepte jamais une claque. Jamais. Jamais une pitchnette, jamais une poussette, jamais une claque. Ça finit toujours en coup de poing, voire pire. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse. Bisous.